Sixième jour à l'US Open, les cernes commencent à se creuser. Si tu ne veux rien manquer de mes digests enflammés, mon trash argot, abonne-toi juste ici. Le petit pouce également qui fait toujours plaisir, tu connais. Alcaraz lâche un set et prend des comprimés face à Evans, le petit coup de mou du Couze, la faillite absolue du tennis français et les pépites de Sinner. C'est le programme veineux de ton nouveau digest de l'US Open et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec Daniil Medvedev qui s'est imposé en 3 manches face à Sébastien Baez la nuit dernière et surtout l'interview d'après-match qui a été absolument succulente comme à son habitude. Alors, on lui a posé la question par rapport aux fans argentins qui étaient survoltés dans les tribunes et Daniil a expliqué en gros, j'ai l'impression qu'il y a un gars là, il va pas dormir ce soir parce qu'il est tellement excité, sa femme va avoir des soucis également à trouver le sommeil et écoutez cette imitation, elle est tout simplement énorme. Sans transition, nouvelle info dans ce côté réseau et vous l'avez certainement remarqué, beaucoup de joueurs sont diminués, blessés, on a des problèmes au poignet, au coude, à l'épaule et justement un Vasek Pospisil qui est l'un des membres les plus influents du PTPA qui est le syndicat mené avec Novak Djokovic également, eh bien il y a quelque chose à dire au niveau des conditions de jeu, des balles. Et c'est très important au niveau politique aussi. Il y a quelques années, dit-il, il y a eu des discussions selon lesquelles l'ATP et la WTA souhaitaient ralentir le jeu afin d'avoir des points plus longs pour les fans. Les balles sont devenues de plus en plus lourdes et, surprise, cela tue notre corps. Presque tous les joueurs à qui j'ai parlé ressentent la même chose. Je n'ai jamais vu autant de blessures au poignet, au coude et à l'épaule dans le vestiaire. Et je vois aussi un commentaire en bas de Nathalie et je voudrais réagir par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de tennis qui ont connu le tennis dans les années 80, 90, même au début des années 2000. Clairement, il y avait plus de technicité, on est d'accord, il y avait des joueurs, des joueuses, je me souviens moi de Steffi Graf dans les années 90, qui est vraiment l'exemple absolu, mais je trouve qu'on avait plus de main, de finesse, de technicité, et je pense aussi qu'il y avait une meilleure logique sur la rapidité des surfaces. Par exemple, en fin de saison, on avait la moquette, on avait des surfaces extrêmement rapides pour limiter les échanges à 1 ou 2 frappes. Alors certes, c'est pas forcément super intéressant pour le public, mais le truc aussi, c'est que tous les tournois désormais, ils veulent leur rallye, ils veulent leurs highlights, et on se retrouve avec des joueurs qui sont piégés par la toute-puissance et par des rallyes qui sont éprouvants pour le corps. Vrai sujet ça d'ailleurs, et je voudrais bien votre avis dans les commentaires par rapport à cette évolution du tennis sur la toute-puissance. Et regardez-moi cette photo justement de Carlos Alcaraz dont on va reparler d'ici quelques instants. Et c'est quoi ces veines exactement là? Qu'est-ce qui se passe, Carlitos? C'est l'excès de sushi? Allez, c'est l'heure du coup de gueule sur le tennis français parce que j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre, je vais le dire vraiment très sérieusement, il y a pas de vanne là sur cette séquence, on va voir. Mais en fait, j'en ai marre qu'on parle de ça que à Roland-Garros. Comme si c'était normal. C'est normal pour vous qu'il n'y ait plus aucun Français à l'US Open en 2e semaine? Non, c'est pas normal. Constance nous le rappelle, en bleu ciel, pour la 2e saison en 3 ans, aucun joueur français n'a réussi à se qualifier en 8e de finale d'un tournoi du Grand Chelem, sur toute la saison. Simple messieurs. Ce n'était arrivé que 2 fois entre 68 et 2020, 53 saisons. Donc c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Autre stat d'importance, hommes et femmes confondus, les saisons avec le moins de Français qualifiés en 8e de finale de Grand Chelem. Cette année, on n'a qu'une seule joueuse qui s'est qualifiée, c'était Caroline Garcia à l'Open d'Australie. Il y a 2 ans, 0 carrément, et vous voyez, faut remonter quand même assez loin pour retrouver des résultats aussi faméliques. À partir de ce constat, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on le sait, on a beaucoup d'académies en France de grande qualité, l'Elite Tennis Center, ce que fait Mouratoglou également, la All-in Academy, il y a beaucoup d'académies qui sont dans le sud-est de la France, mais qui travaillent pas forcément avec des Français, beaucoup de joueurs internationaux ou récupérés très tard comme Mouratoglou pour apposer le logo dessus. Bref, à la limite, chacun son business. Non, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on a fait ces 10 dernières années? Et surtout en fait au début des années 2010 parce qu'on avait le quatuor magique, Simon, Monfils, Gasquet, Tsonga qui a caché la misère pendant très longtemps, on est d'accord par rapport à ça? Et là en fait on se rend compte que toutes les personnes qui étaient impliquées dans la formation au début des années 2010 jusqu'à 2015, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont sorti? On devrait actuellement avoir des joueurs de 25 et 26 ans qui sont aux alentours de la 15e, 20e place. On a une génération totalement perdue, on le voit. Alors oui, du coup, on a les Van Haché, on a les Fils, on a les Pecci Péricard, certains joueurs sont en train d'arriver. Mais là, il y a un trou générationnel tellement important, je vais dire, allez, quasiment de 10 ans. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce que vous avez fait à la formation? Ces personnes-là aussi qui, maintenant, continuent à graviter dans le tennis français. Et je pense que c'est
peut-être le plus gros problème du tennis français, c'est la consanguinité. Et on bascule sur le coin tactique, les meilleurs matchs de la journée. Alors petit résumé rapide, on va commencer par le Sinner Wawrinka, petite gêne au dos de Yannick, il en avait parlé à Cincinnati également, on l'a vu se toucher aussi l'épaule dans le deuxième set. Un match qui je pense aurait plu à Apollinaire, Verlaine ou Rimbaud, vu la poésie qui s'est dégagée de ces frappes de balles absolument stratosphériques. Alors le problème pour Stan, et c'est ça je pense que je voudrais pointer absolument, c'est que c'est 38 ans, et c'est qu'il a une difficulté désormais à tenir le niveau sur la constance d'un top 10. À noter du côté de Sinner, le recours a beaucoup d'amorti dans cette partie, alors c'est intéressant, je pense que c'est un schéma qu'il va falloir utiliser parce que ce qui se passe avec ce joueur, c'est qu'il a tellement de puissance qu'il repousse ses adversaires à 3-4 mètres de la ligne de fond, et une fois que tu es à l'intérieur, faut pas continuer à envoyer des pancartes sans avancer. Non, il faut faire le petit pas à l'intérieur du court et essayer de faire courir, en plus, un grand gabarit comme Stan Wawrinka. Certains d'entre vous m'ont demandé de parler de Jack Draper, alors deux petites palettes rapides sur le gaucher anglais. Alors déjà un côté avantage, évidemment, le super service externe slicé qui fait très mal. On a vu Draper à 86% derrière sa première, un joueur qui n'a pas forcément une énorme puissance, il est capable d'accélérer, mais on a surtout ce type de schéma, donc service extérieur, il peut envoyer une pépite côté ouvert, ça fait le point, mais sinon on l'a vu aussi beaucoup insister côté revers, forcément parce que la diago revers, lui, ça tombe sur son coup droit qui a beaucoup de lift et de volume, et du coup il va pouvoir insister sur le revers de ses adversaires et extraire des fautes. Scène par contre hallucinante à la fin du deuxième avec Mo qui se rapproche de son coach, et le coach qui lui lit les statistiques de la partie, qui lui dit tac, là machin il a servi à tel pourcentage, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Medvedev la nuit dernière qui ne s'est pas contenté d'envoyer des vamos et de voilà, toujours avoir cette relation avec le public, on va en reparler. Non, ce qu'on a vu c'est que c'était un match-up super favorable pour Daniil. Bez qui n'a pas un gros service, qui n'est pas capable de faire des services volés pour exploiter la position reculée de Medvedev, et du coup on s'est retrouvé avec une annihilation totale des 1-2. Ici c'est le deuxième coup de raquette de Daniil, on renvoie, on reprend 3 mètres, et là, on sort la Danilade, la barbelade, il n'y a plus rien à faire. Louons quand même la réaction de Bez dans la troisième manche, 17 montées pour 30 au total, il a essayé de prendre à la gorge Medvedev, de davantage forcer son jeu, mais c'est ça aussi le problème, c'est que Medvedev a exigé de Bez de jouer dans des zones où il n'est pas à l'aise. Bez qui va avoir une balle de 7 même carrément dans la troisième manche, Daniil va réussir à remporter cette partie en 3-7, je pense, belle satisfaction. Par contre ici, il va se déconcentrer encore avec le public très chaud qui était déjà en fait en train de se masser en bas pour faire signer des balles, des autographes, etc., des selfies. Avant hier, je vous ai parlé de son coup de sang, mais moi je trouve que c'est une situation qui est peut-être limite un peu triste, non? C'est un peu triste de voir un joueur aussi traumatisé comme ça par quelque chose qui s'est passé il y a 1 an et demi, il n'arrive pas vraiment à passer au-delà de ça. Je sais pas, il y a peut-être un effort à faire au niveau du conditionnement mental et d'essayer de se réconcilier avec le public. Je pense que ce serait important pour lui sur la deuxième partie de sa carrière. Le petit bonbon de la journée, c'était Evans face à Carlos Alcaraz. Et Alcaraz, franchement, le début de partie absolument remarquable. C'est le genre de gars qui rend le tennis simple, facile, spectaculaire. Et je pense que très peu de joueurs dans le 21e siècle ont réussi à produire cette impression visuelle. On peut peut-être penser à Roger, mais j'ai pas beaucoup d'autres exemples à vous donner. Les statistiques, elles sont terrifiantes. 45 sur 57 à la volée, c'est n'importe quoi. 61 coups gagnants, dont ici une pancartasse de l'espace droit devant alors qu'il est à 3-4 mètres de la ligne de fond. 23 fautes directes simplement pour un jeu en plus à risque. Le match a été très sympa et le score est un peu flatteur je trouve pour Alcaraz parce que Evans a vraiment donné le change à partir de la deuxième manche. 60 montées au total. Alors des montées à contre-temps, essayer d'agresser tout de suite dès qu'il avait l'opportunité. Alcaraz ne pas laisser Carlitos déployer son jeu. Ici un magnifique slice défensif pour faire le break. 2-3 petites réserves quand même importantes pour vous sur la suite du tournoi pour Alcaraz. Alors déjà on a eu une prise de comprimé. Je sais pas s'il y a quelque chose, si c'était sérieux ou pas. Les conditions sont assez extrêmes aussi. De jour, il fait très chaud, très lourd du côté de New York. Et puis aussi toujours cette tendance à l'enflammade sur les balles de break. Là, il tente un coup trop difficile par exemple. Il est à 6 sur 17. Plutôt que d'envoyer juste un long ligne tranquille, il va faire une tentative de no-look, évidemment, qui va foirer. Et donc dans le 7-2, le 7-3 et le 7-4, on va assister à du magnifique tennis avec un Evans survolté qui essaye d'aller récupérer les points au filet, mais malheureusement il va tomber sur un Alcaraz absolument titanesque, énorme essuie-glace ici, et puis un passing tout à fait remarquable.
Et on se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winami de Winamax. Le lien dans la description pour toute première inscription jusqu'à 100 € de free bet. De belles cotes aujourd'hui. Mention d'importance, vous le savez, les paris sportifs sont exclusivement réservés aux adultes consentants. Alors, on regarde le début des huitièmes de finale à l'US Open. Ce soir, on a Tommy Paul face à Shelton. Petit bonbon très sympathique ça. Hijikata Tiafoe largement fave. Fritz Stricker également. Fritz bien favori. Et puis là, le Gojo Djokovic, manifestement, il ne devrait pas y avoir de match. Vous l'avez vu, hein, on a eu le nez pour Zverev hier, une victoire en 4 manches exactement. Alors moi, le match qui va m'intéresser forcément, c'est le Paul Shelton. Je pense qu'avec le service de Shelton, on risque d'avoir un match un peu long, 4 manches, peut-être 5 manches. Donc du coup, hein, le nombre de jeux, je pense que ça peut être intéressant. Plus de 39,5. Alors, sauf dinguerie, on se retrouvera pas demain. Demain, je suis sur le mag à 11 h. Ce sera plutôt mardi à midi. La dinguerie, ce serait que Djokovic soit éliminé. Voilà, c'est vraiment, je pense, le seul cas de figure où je ferai une vidéo demain. Je vous embrasse et je vous dis à mardi ou à lundi. Lundi, mardi.